Je ne sais pas si j'éprouve de la fierté à être une historienne des sans-voix, plutôt qu'une satisfaction, je dirais. J'ai commencé à aimer l'histoire vraiment dans mes 2 dernières années de lycée. J'étais au Maroc, à Meknès. C'était comme une manière de découvrir une fenêtre qui nous faisait sortir de notre petit monde du lycée, mais aussi de notre petit espace familial dans lequel on était. Alors donc, c'est comme ça que j'ai commencé à faire de l'histoire. En fait, j'ai commencé par faire médecine parce que mes parents voulaient que je fasse médecine. Puis, je suis revenue tout de suite ensuite. Quand je suis arrivée à Paris, je suis allée m'inscrire en histoire parce que là, mai 68 avait éclaté. Puis, il n'était pas question que je fasse médecine. Heureusement, en sciences humaines et sociales, c'est très intéressant. On peut assumer sa subjectivité. Et c'est même recommandé pour bien identifier le travail que l'on fait. J'ai travaillé beaucoup sur l'histoire de la France contemporaine, qui était mon premier sujet au niveau de mon doctorat. Mais très vite, je me suis aussi intéressée à l'histoire des femmes. Et là, ça a été une histoire comparée entre la France et le Québec, parce que c'était important pour moi de voir aussi comment ces mouvements de femmes intervenaient dans les deux sociétés. C'était vraiment de savoir comment ça se faisait que tellement de femmes ont été oubliées. Alors, ça fait 40 ans maintenant que l'histoire des femmes est vraiment un domaine en pleine explosion. Et on a réussi, je pense, on peut le dire avec modestie, mais quand même avec certitude, à dévoiler des pans entiers de l'histoire du Québec via la contribution que ces femmes ont pu faire à des niveaux différents. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur les associations de femmes et, par exemple, l'association des cercles de fermières était un organisme complètement, peut-être pas oublié, mais peu étudié par mes collègues. Néanmoins, je pense que les historiennes que nous sommes avons contribué à faire que leur contribution soit reconnue. On était 2 femmes au département d'histoire. Quand je suis arrivée, il n'y en avait qu'une. Nous étions 2 sur un collectif d'une 25-28 profs. À ce moment-là, c'était très difficile de se faire entendre. Et moi, j'ai un caractère un peu impulsif. Alors, les flammèches étaient fréquentes parce que les collègues, consciemment ou inconsciemment, n'avaient aucune idée de ce qu'on vivait. Je demandais de pas donner les cours le soir parce que mes enfants étaient en bas âge, mais les gens me regardaient comme si j'étais... Non, il n'était pas... Donc, je donnais des cours le soir. Il n'était pas question de ne pas donner les cours le soir, d'être comme tout le monde. Il fallait faire comme tout le monde. Heureusement, ça a bien changé, mais c'était quand même très difficile. Là, je travaille sur les camps de transit de ces migrants juifs marocains dans le sud de la France. Ça m'occupe beaucoup parce qu'on découvre énormément de choses dans ces archives-là. J'ai découvert ces archives et ces camps, en fait, à la suite d'une enquête personnelle que j'ai faite sur le camp de transit où je suis née. Mes parents me disaient, oui, on n'est pas resté longtemps, on est resté 2-3 ans, mais j'avais pas tellement de réponses de la part de mes parents. Et là, je suis allée aux archives, et là, j'ai découvert vraiment l'existence d'une 50aine de camps de transit, parmi lesquels des dizaines de milliers de juifs marocains ont transité pour aller en Israël. C'est des camps qui ont été cachés par l'administration française. Personne n'en a fait l'histoire encore. Alors là, c'est comme vraiment aller encore plus loin dans l'histoire de ces réfugiés.